Ça va Axel, tu vas bien? Ça va, j'ai la pêche. Bah écoute, je vois ça. En plus, on a fait un peu de sport là avant de commencer le podcast. C'était assez intense, mais non, c'était cool. Bah écoute, ce qui est bien, c'est comment on a pu un peu échanger avant. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds généralement à cette question? Qu'est-ce que je réponds à cette question? Que je suis explorateur français à vélo et que j'organise le Biking Man depuis 9 ans maintenant. Putain, c'est énorme. Et qu'est-ce que c'est du coup le Biking Man? Le Biking Man, c'est le premier championnat du monde de course d'ultra-distance, dont l'objectif est de proposer à des participants qui sont pour la majorité amateurs d'aller explorer parmi les plus beaux territoires de la planète avec des conditions climatiques et topographiques très particulières. On approche des 200 km. À vélo, puisque le principe du Biking Man, c'est de parcourir 1000 km en moins de 5 jours, 120 heures, en autonomie et sans assistance. Donc c'est un championnat de raid aventure à vélo. Et c'est aussi, comme j'aime bien le décrire, une des plus belles écoles du voyage à vélo. Et comment du coup ça se passe? T'as combien de participants qui généralement qui font ces courses? Alors le championnat aujourd'hui Biking Man, c'est 11 étapes sur 2025. On a 11 courses au total. Ça part au Brésil et ça se termine au Brésil. Donc le prologue et la finale est brésilienne. Et ensuite, on a des étapes en Corse, en France, sur les Alpes-Maritimes, région Auvergne-Rhône-Alpes et au Maroc. Avec en moyenne entre 1200 à 1500 participants par an. Alors qui participent à raison de 100, 150 participants par étape. Et il y en a quelques-uns qui vont essayer de chercher le titre du Biking Man, parce que c'est l'objectif, au-delà de l'aventure, c'est d'essayer de gagner le titre du Biking Man, un peu comme dans un championnat du catch, Ouais, avec la carrément. ceinture. Sauf que là, il n'y a pas de ceinture à gagner, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui visent le titre, donc ils cumulent plusieurs courses. Et mon petit doigt me dit que cette année, le Brésil va avoir son rôle. Je pense qu'il va y avoir des athlètes brésiliens qui vont essayer de chasser le championnat. Ouais. C'est génial. Et comment du coup t'as eu cette idée de créer le Biking Man? Alors en 2000, faut remonter très loin là. En 2011, j'ai fait mon premier voyage à vélo avec plusieurs amis là, en traversant l'Europe de l'Est, en allant de la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie jusqu'à la Moldavie. Et chaque année, on a répété ce rituel avec plusieurs amis de faire des grandes distances avec des vélos assez chargés de matériel, donc assez lourd, jusqu'en 2015 où je suis allé tenter d'aller traverser l'Amérique du Sud, de la Colombie, Carthagène des Indes jusqu'à Ushuaia en Argentine, avec à l'époque mon meilleur ami Stéphane et mon ex-nana Laetitia. Et on est arrivé bien sûr au bout de ce défi, et en rentrant en 2016, j'ai eu envie de partager ce côté à la fois spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur un voyage à vélo, et ce côté physique, dépassement de soi, pas sur un format de 8 mois, parce que moi ça m'a pris 8 mois pour traverser l'Amérique du Sud, 240 jours, mais plutôt sur un format qui permettrait à tout un chacun, dans une vie famille et une vie professionnelle, de pouvoir se réserver ce moment de respiration sur une compétition. Et c'est comme ça qu'est né le Biking Man. Je l'ai fondé en 2016. Justement, je viens de tilter. Je suis parti justement en Europe de l'Est, moi, cet été, et j'ai rencontré quelqu'un, justement, qui allait d'auberge en auberge, tu vois. Il avait fait, je crois, la Croatie, enfin plusieurs pays, Croatie, Bosnie, etc. Et en fait, il faisait des étapes comme ça de 100, 150 km. À Et pied? putain, tu sais, les mecs, non, en vélo. Ah oui. Et les mecs, tu sais, je les voyais, je me disais, putain, mais attends, mais t'es fou, tu pars avec tes affaires et tu fais autant de distance dans un pays que tu connais pas. Et en fait, c'est ce que tu fais aussi, tu vois. Donc je trouve ça génial. Et c'est vrai que du coup, tu vois des trucs de fou et tu vois des paysages que nous on verra peut-être jamais, tu vois. C'est ça qui est incroyable aussi dans le longue distance. Et ta vie, elle a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu faisais avant justement de faire toutes les courses longue distance que tu faisais? T'étais plutôt tranquille ou t'étais déjà à la recherche de grandes aventures? Alors c'est le vélo vraiment qui m'a ouvert les portes d'aventures extraordinaires en termes de distance et de pays, parce que j'ai eu la possibilité d'aller explorer des lieux que j'aurais jamais, je pense, rêvé d'explorer, ou même eu l'idée d'explorer avant de connaître le vélo. En revanche, j'ai eu un passif de sportif multisport, c'est-à-dire que j'ai toujours été pluridisciplinaire dans mon approche de l'activité même physique, avant de mentionner le sport, depuis que je suis tout petit, parce que j'ai plusieurs frères et sœurs, on est 7 dans la famille, 3 Ok. frères et 3 sœurs, et que j'ai pratiqué quelque part tous les sports de mes frères et sœurs, et c'est ça qui m'a créé une curiosité et une appétence pour plein de pratiques sportives. Donc ça m'a construit une colonne vertébrale qui m'a permis très tard finalement, parce que j'ai découvert le vélo en 2011, donc j'avais 24 ans. D'accord, t'avais mon âge.
J'ai Ok. découvert le vélo très très tard, mais j'avais voilà, cette colonne vertébrale de toute la pratique sportive que j'ai pu avoir par ailleurs dans l'escalade, le tennis, la danse, pour ne citer que les pratiques qui me viennent en tête. Le vélo est arrivé après ça. Quelque part, je me suis forgé avec plein de pratiques sportives. C'est facile de l'expliquer maintenant, hein, parce que là, je résume plusieurs décennies de ma vie. Mais ça m'a forgé physiquement et mentalement pour m'amener sur le vélo. Que après, Et du coup, maintenant, je me ouais. focalise pas à 100%, mais je fais quand même principalement du vélo aujourd'hui dans mon quotidien. En plus, enfin, je pense que les sports passés que tu as pu faire, maintenant aussi, tu les remercies un peu parce que dans le vélo, ça peut aussi t'aider, je pense. Tout à fait. Bah, si tu t'en rends pas compte au départ, là c'est pour les gens qui nous écoutent, quand tu pratiques un sport quand tu es plus jeune, parfois c'est même des sports sur lesquels tu vas avoir un contact. Je pense au javelot par exemple. J'ai fait du javelot quand j'étais plus très jeune à l'école. Quand t'en fais à l'époque, tu dis bon, le javelot, soit je vais me dédier à ça, soit ça me plaît pas du tout. Ça m'a aidé à apprécier d'autres pratiques où la précision, le geste et la répétition pour arriver quasiment à une perfection dans le geste se retrouve dans plein d'autres sports finalement. Mais cette analyse-là, tu peux la faire qu'après des années, avec l'expérience et le temps. C'est sûr. Et tu sais que moi, il y a un sport qui m'a fait vraiment comprendre ça, c'est le CrossFit. Je pense que tu dois connaître un petit peu. Tu sais, c'est un sport où tu maîtrises plein de mouvements. Et ce que j'ai adoré moi, dans le CrossFit, c'est que tu as des judokas qui viennent, tu as des personnes qui ont fait beaucoup de musculation. Et en fait, c'est là aussi que tu vois que les mouvements passés que tu as pu faire, en fait, dans le CrossFit, parfois tu découvres des choses que tu dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, naturellement, de par ton passé de sportif ou les sports que tu as fait, en fait, tu as une appétence particulière pour ces mouvements. Et justement, je trouve ça intéressant. Et tu vois, bah là, si tu prends derrière toi, moi j'ai fait, tu vois, bon, c'est petit, mais j'ai fait comment tu dis, des triathlons, j'ai fait un marathon, etc. Et parce que petit, en fait, j'ai fait beaucoup de tennis, du rugby, du foot, ou des sports où tu cours un peu quand même. Et mine de rien, bah, en fait, tu vois, le marathon, je me suis entraîné à raison de 2 fois par semaine pendant 3-4 mois. Et j'ai réussi à le finir, tu vois, parce que en fait, t'as le passif de sportif. Quelqu'un qui aurait peut-être fait d'autres sports, bah, aurait peut-être eu plus de mal ou au contraire plus de facilité à faire, tu vois, des marathons. Et ça, je trouve ça intéressant. Et justement, pour parler un petit peu d'expédition et d'histoire forte, est-ce que tu pourrais nous embarquer un petit peu avec toi dans une expédition qui t'a marqué? T'embarquer dans une expédition qui m'a marqué, bah, elle m'a marqué à plusieurs titres et je peux revenir dessus parce que j'y suis allé plusieurs fois, c'est la Bolivie. Donc je suis allé traverser plusieurs fois ce territoire. Donc pour que les gens situent le pays, c'est en Amérique latine, donc en Amérique du Sud. C'est frontalier avec le Chili, le Pérou et le Brésil et l'Argentine. Et il y a une capitale, La Paz, qui est à 3400 mètres d'altitude. Donc on est déjà au-dessus du plus haut col asphalté d'Europe avec le col de la Bonnette. Et là, c'est uniquement la capitale. Et c'est un lieu qui est majestueux parce que on se situe entre la cordillère des Andes, donc la plus longue chaîne de montagnes du monde, entre la cordillère orientale et la cordillère occidentale. Et il y a ce gigantesque plateau, et d'ailleurs ça me permet de faire un lien avec un article de presse là, que j'ai écrit pour le magazine Gravel, parce que c'est le titre de l'article, Baliviane. Parce qu'en fait, ce territoire, de La Paz jusqu'au sud-ouest de la Bolivie, que j'ai traversé 2 fois intégralement, c'est un ancien lac en fait. C'est un ancien lac qui date de l'époque du Pléistocène, si je dis pas de bêtises. Et bon, j'ai eu la chance de le traverser à 2 reprises, notamment en octobre dernier avec un ami, Grégory Girard, qui est un passionné de raid aventure et ultracycliste. Et on est parti à VTT dans ce gigantesque plateau d'altitude qui s'appelle l'Altiplano, les hauts plateaux, et où se situent notamment, entre autres, parmi les plus grosses réserves de lithium de la planète, avec des déserts de sel gigantesques. Mais également, on s'est rapproché du plus haut sommet de la Bolivie qui s'appelle la Nevado Sajama, le volcan Sajama. Et en même temps, c'est un lieu qui est très hostile, compliqué d'accès, même en véhicule. Donc en vélo, ça prend une dimension intégrale en termes de défis physiques et sportifs parce que tu as un vélo qui est lourd, il y a beaucoup de sable, c'est des VTT, tu es en très haute altitude parce que tu passes la majeure partie de cette expédition qui fait plus de 1000 km de long à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est littéralement difficile de progresser. Pour les gens qui nous écoutent, c'est comme si on avait 40% d'oxygène en moins par rapport au niveau de la mer, mais il faut toujours faire fonctionner le corps. Donc tu consommes beaucoup plus d'énergie, il y a toute une dimension mentale également qu'il faut aborder parce que c'est une zone désertique
avec des reliefs qui ne ressemblent à rien de ce qu'on peut connaître en Europe occidentale. Donc ça, c'est une expédition qui m'a marqué. La Bolivie, c'est un territoire que j'apprécie particulièrement parce qu'il est à la fois hostile et à la fois, ça fait à la fois terre des premiers hommes et en même temps, c'est un lieu géostratégique majeur puisqu'il y a beaucoup d'influences géopolitiques dans ce lieu, puisqu'il y a beaucoup de ressources qu'on exploite aujourd'hui. Bah, tu vois, on a commencé à peine les podcasts et je pense qu'on a déjà tous voyagé. Et justement, ce qui est bien, c'est... En fait, toi, quand tu voyages comme ça à vélo, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches la performance physique ou est-ce que tu recherches le voyage, voir des lieux que tu n'as pas forcément encore eu l'occasion de découvrir? C'est la deuxième option. Moi, la partie performance physique, il faut avoir pédalé avec moi pour se rendre compte que je suis assez lent. Je suis pas un cycliste rapide, par contre, je m'arrête pas beaucoup et j'ai beaucoup d'endurance. Et je cherche pas absolument la performance physique, ou en tout cas, dans l'expérience de ce que je vis, je ne souhaite pas que ce soit la performance qui soit l'expérience que je cherche à vivre. Je cherche à donner un sens à ces aventures et j'essaye de capter dans le temps qui est imparti quand je pars en expédition. Si je prends le cas de la Bolivie, c'est 2 semaines d'expédition, 1000 km de vélo. J'essaie de capter le maximum de choses pour essayer de le retranscrire, soit à l'écrit avec des articles de presse, soit en photo par l'intermédiaire du travail remarquable d'un de mes partenaires d'aventure, David, qui est le photographe qui est derrière la majorité des expéditions que je réalise. Je suis plutôt dans un cadre collecté finalement le maximum d'éléments pour comprendre la zone, pour comprendre le lieu que je traverse et pas traverser comme un météore sans me préoccuper de ce qu'il y a tout autour de moi. Et le rythme du vélo pour ça est excellent parce que pour les gens qui nous écoutent, parcourir 1000 km en 14 jours à 4000 mètres d'altitude, ça peut paraître impossible et dingue, ou finalement on serait abruti par l'expérience de la progression, alors que c'est tout l'inverse. Pendant 8 à 14 heures par jour, tu as les yeux grands ouverts et tous les sens ouverts qui sont prêts à accueillir ce que tu vas vivre. Et je dirais que dès lors que tu es à l'opposé dans un rythme de performance où tu vas chercher la performance absolue, tu viens fermer tous ces capteurs pour te focaliser uniquement sur la performance. Et moi, c'est tout ce que je fuis finalement, parce que je trouve c'est pas mon rôle. Et tu as toujours eu besoin d'avoir ce rôle de passeur? Ou ce rôle, tu l'as eu au fil du temps? Alors, c'est une bonne question. Je pense que je l'ai eu depuis que je suis tout petit, pas de manière innée, mais je l'ai eu par l'éducation que j'ai reçue en ayant grandi dans une grande famille, avec des frères et sœurs qui évoluent comme dans une micro-société où chacun s'apporte quelque chose en fonction de l'âge de chacun des frères et sœurs, puisque à chaque époque, différents jeux, et ces différents jeux te construisent au fur et à mesure. Donc je pense que ça a été le premier marqueur fort et fondateur. C'est clairement d'avoir grandi dans une grande famille et d'être au contact de plusieurs individus qui n'ont que pour volonté de jouer, de t'apprendre quelque chose, sans intérêt finalement. Et ça, c'est la magie d'une famille. Et ensuite, je l'ai retrouvé quelque part. C'est marrant parce que quand tu me poses cette question, ça me permet de reconnecter à ce qui s'est passé en 2011 pour moi, quand on m'a proposé de venir participer à une expédition à vélo pour la première fois avec 2 amis, dont Stéphane, mon meilleur ami, qui m'a proposé de tenter cette expérience. Quelque part, il me proposait quelque chose comme mes frères ou mes sœurs pouvaient me proposer à l'époque où j'ai débuté des sports. C'est comme ça que je suis venu sur le voyage à vélo. Et cet deuxième élément fondateur, c'est ce qui m'a amené à terme à créer Biking Man notamment, et à continuer de faire des expéditions moi-même pour partager, un peu comme Stéphane à l'époque en 2011 m'avait partagé, avait le souhait en tout cas de me partager cette expérience pour les enseignements qu'elle pourrait me procurer. C'est trop bien, j'aime aussi beaucoup le fait forcément physiquement, il faut que tu sois quand même prêt parce que tu fais des longues distances, mais ce rôle de passeur, moi il me parle, et je pense que c'est aussi un peu le rôle que je veux avoir à travers le podcast, tu vois. Quand tu fais des rencontres, des interviews, c'est aussi ça que je cherche, donc on a un point en commun là-dessus. Et pareil, tu vois, il y a ce point que je veux voir avec toi, c'est ok, par exemple, tu es en Bolivie ou dans des endroits qui sont assez extrêmes. Quand tu parles de 4000 mètres d'altitude, je pense que les gens, c'est fou, tu vois, les conditions sont folles. Comment tu arrives à constamment, tu vois, prendre les bonnes décisions dans des moments qui sont parfois extrêmes? Peut-être que tu avais prévu de faire, je sais pas, 100 km ce jour-ci, mais finalement, peut-être qu'il y a un facteur X qui fait que tu pourrais les faire, mais t'es pas sûr à 100% pour toi que ce soit une bonne idée, tu vois, donc tu réduis. Comment tu arrives constamment à t'adapter aux situations que tu rencontres? Alors c'est une bonne question parce que
pour la Bolivie, là, c'était une expédition qu'on a fait à plusieurs. On était deux, dont une personne, Grégory, que j'ai emmené avec moi, qui était beaucoup moins expérimenté, pour ne pas dire pas du tout, parce que c'était la première fois qu'il allait en très haute altitude. C'est la première fois qu'il pédalait à plus de 3000 mètres d'altitude. Je dirais que c'est le cumul, finalement, de traumatismes et d'expériences que j'ai pu vivre, soit en solitaire, soit en accompagnant des gens, et qui me permettent aujourd'hui de fonctionner de manière, je dirais, très rationnelle. Plus c'est extrême, plus je suis en capacité de prendre des décisions rapides sur simplement un raisonnement des options qui sont disponibles. Et dans les 3 options qui sont disponibles, quelle est la plus sécurisée, celle qui me met le moins en danger et celle qui, pour la Bolivie, nous mettra le moins en danger en termes de groupe. Non pas en amont, en lisant le maximum d'informations et en essayant de collecter le maximum d'informations, parce qu'on n'arrivera jamais à collecter suffisamment d'informations pour retranscrire un comportement qu'on pourrait avoir face à une situation. Il faut la vivre. Et c'est ça, finalement, la magie des écrans, parce qu'on peut se documenter, et c'est la magie éternelle de l'expérience physique, le fait d'aller par soi-même se rendre compte de ce qui va se produire et comment est-ce qu'on va réagir. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est l'expérience et le fait de s'exposer qui va faire en sorte de construire notre logiciel. Quand je dis notre, ton logiciel, celui de Quentin ou celui d'Axel. Puisque pour 2 situations données, Axel et Quentin, même s'ils ont la même expérience, ils ont traversé les mêmes endroits, physiologiquement parlant, il va y avoir 2 cheminements neuronaux et 2 cheminements différents en fonction de leur vie passée. Après, on va essayer de répéter cette même expérience, mais on ne retrouvera jamais le même plaisir. Et ça t'est déjà arrivé justement parfois de te tromper un petit peu sur les personnes que tu peux avoir avec toi en expédition? Bien sûr, ça s'est passé durant en fait toutes ces années. C'est-à-dire que à la fois sur les voyages que j'ai pu faire à l'époque avec mon ami Stéphane, qui à un moment donné d'ailleurs a abandonné un grand voyage qu'on avait en cours ensemble. Ça passe aussi par pas mal d'échecs, c'est-à-dire des interprétations de compréhension parce que généralement, comment on fonctionne quand on est en groupe? On fonctionne à partir de son propre logiciel. Et on imagine que la personne en face va réagir selon son propre logiciel, ce qui est une erreur fondamentale. Et le seul moyen d'arriver à pouvoir rebondir, réagir et être quelque part polymorphe sur les solutions que tu peux proposer, c'est de se tromper. Non pas se tromper avec soi-même. Parce que quand on se trompe avec soi-même, c'est très facile. On connaît son logiciel, donc on va s'adapter. C'est se tromper avec d'autres personnes pour pouvoir, en fonction des profils, s'adapter et trouver des solutions qui vont être propres à chacun. Et c'est quoi le plus stressant? Est-ce que le plus stressant, c'est de partir tout seul ou de partir comme ça en équipe, avec des personnes que tu connais ou que tu connais pas forcément? C'est beaucoup plus dur de partir à plusieurs parce que, précisément, notamment quand tu es un expedition leader, c'est-à-dire que tu vas mener l'expédition. Parce que moi, ça fait des années que je mène des expéditions. J'ai, dans les 10 dernières années, personne qui m'a emmené sur une expédition que je pilotais pas moi-même. Auquel cas tu es responsable des personnes qui partent et cette responsabilité-là, elle est beaucoup plus complexe parce que multifactorielle à gérer que lorsque tu pars tout seul où c'est tes propres règles. Exemple, je pars aux États-Unis l'année dernière, je traverse en 25 jours, je me lave 5 fois, je prends 5 douches sur 25 jours. Ça fait une douche par semaine. Il y a beaucoup de gens qui fissureraient mentalement de supporter ce type d'hygiène, en sachant qu'en plus, je pédale 10h30 de vélo par jour. Donc, beaucoup de transpiration, beaucoup de... Voilà, c'est une hygiène totalement différente de celle que tu peux avoir en ce moment même à la maison. Donc, quelque part, tu te supportes toi-même. Tu n'as pas à gérer la manière dont la personne pourrait réagir si Quentin ne se lave pas pendant 8 jours. Comment est-ce qu'il va réagir? Tu vas devoir compenser avec son ressenti à lui et avec des plaisirs, parce que en fait, en contrepartie de ce sacrifice-là et de cet effort-là, il faut que Quentin puisse avoir son plaisir qu'il va rechercher dans l'expérience, et chacun éprouve des plaisirs sur des choses différentes. Donc, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué. Et on parle, tu vois, d'expédition solo ou à plusieurs. C'est une question que j'aurais dû te poser au départ, mais comment ça se prépare du coup, comme c'est une expédition, au niveau à la fois logistique et humainement? Je dirais qu'il faut se souvenir d'où on vient. C'est-à-dire qu'une expédition, c'est pas une temporalité 2, 3, 4, 6 ou 12 mois avant. C'est pour moi 39 ans de préparation. Chaque expédition et chaque même expérience, parce qu'il n'y a pas que le vélo, il y a aussi des expériences personnelles de vie, sont des briques qui construisent finalement son squelette. Et on a tendance souvent
avoir ce type d'expédition sportive, un peu comme un marathon. Alors voilà, je vais faire un programme pendant 4 mois, je vais m'entraîner 2 fois par semaine, tant d'heures, et puis ça va me donner tel résultat. D'accord. Mais ça, c'est le bac à sable. Parce que c'est un effort qui est très court, le marathon. Ça va être 3 à 5 heures. 3 heures pour quelqu'un qui court plutôt bien, 5 heures pour quelqu'un qui souffre et qui va marcher. Mais c'est même pas le début d'une journée pour une expédition à vélo. Moi, en moyenne, je pédale entre 9 à 16 heures par jour. Donc en termes d'effort, on est déjà sur 6, 7, 8 fois l'effort d'un marathon, alors qui est pas aussi intense, attention, hein, mais qui n'a rien à voir en termes de référentiel. L'important, c'est de connaître ses faiblesses. C'est de dire, si je pars sur un projet, que ce soit une course ou une expédition à vélo de l'extrême, ou autre chose qui a une dimension sportive, c'est de se dire quelles sont mes faiblesses par rapport à ce projet-là. Je veux aller traverser l'Atlantique à la nage, j'ai peur des méduses. Je vais aller me confronter à des méduses dans mon entraînement. Je vais peut-être aller voir un aquarium, aller voir un expert qui va me parler de ça, je vais me documenter, je vais essayer de comprendre quel est cet organisme, comment ça fonctionne pour essayer de réduire cette peur-là, voire même de la faire disparaître. Je donne un exemple très concret. J'étais en Colombie il y a quelques semaines, j'ai vu une mygale comme ça, énorme, mais comme ça, vraiment, elle fait la taille des 2 mains, qui passe juste à côté de mon vélo et je m'arrête. J'étais pas particulièrement fan des araignées. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui en ont sans doute très peur. C'était mon cas quand j'étais petit. Il faut s'exposer, il faut aller à la rencontre des araignées, peut-être dans un milieu confiné, puis après en milieu réel, pour à un moment donné arriver à ce que j'ai pu vivre comme expérience, où il n'y avait aucune terreur, c'est-à-dire qu'elle est passée à 5 cm de mon pied, et j'ai pu l'observer, l'insecte, j'ai pu observer l'araignée sans aucune crainte. Là, on parle de situations un peu parfois insolites, où tu parles de te faire agresser, etc. Justement, tu t'es déjà fait agresser en expédition? Agresser, c'est un grand mot, j'ai déjà eu des tentatives. Des tentatives C'est quoi, de... agresser, c'est quoi? S'il veut te voler ton vélo, par exemple, quand tu dis agresser, c'est dans quel sens? C'est physiquement, vraiment, il t'agresse Ça peut être physiquement avec une menace à l'aide d'une arme, Carrément. soit une arme de poing, soit une arme blanche, soit l'arme verbale. On va dire, et les 3, je les ai vécus. Donc ça n'est jamais allé jusqu'à l'agression, c'est-à-dire que j'ai jamais eu à réagir physiquement, mais il a fallu désamorcer des situations. Et ça, c'est de Comment l'improvisation. tu l'as géré, ça? Sans forcément dire de cas concret, si tu peux pas le dire, mais comment tu l'as géré, ça? Parce que moi, demain, je suis sur mon vélo, je fais mon expédition, il y a quelqu'un qui m'agresse. Honnêtement, je te jure que je sais pas comment je réagis. Il faut arriver à désamorcer la situation avec l'interlocuteur. Donc, il faut arriver à comprendre très vite ce qu'il recherche pour soit lui donner, soit négocier. Puisque Ouais. un agresseur, c'est ça, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose que tu as et qui souhaiterait avoir. Et la réponse à l'agression, c'est être en capacité, puisque je suis pas Néo dans Matrix, hein, je suis pas un expert en jiu-jitsu et je sais pas me battre. Et je pense que ça me donne cette force de négociation qui va me permettre de ne pas utiliser la force physique pour essayer de trouver des subterfuges qui vont permettre de désamorcer des situations. Et dans ton sac, du coup, qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que tu mets des couteaux pour te défendre? Non, blague à part, mais du coup, dans ton sac, qu'est-ce que tu mets dedans pour, par exemple, voilà, tu pars 2 semaines en Bolivie. Dans ton sac, dans ton cas précis, qu'est-ce que tu mets? En termes d'eau, de nourriture, je sais pas, de brosse à dents. Comment tu prépares tout ça? Et combien ton sac pèse aussi? Alors pour la première question sur la partie sécurité, je pars du principe Ouais. que dès lors que tu as une arme sur toi, tu vas être tenté de l'utiliser. Si tu ne l'as pas, tu vas essayer de tenter de trouver des subterfuges, donc d'autres moyens de négocier avec un agresseur. Donc moi je suis plutôt à utiliser d'autres ressources plutôt que de transporter une arme. Ensuite sur la partie pactage, alors ça dépend des expéditions. Si on revient par exemple sur 2 grandes expéditions que j'ai réalisées l'année dernière, la traversée des États-Unis à vélo, donc 5800 km en 25 jours, et la traversée de la Bolivie, 1000 km de VTT en 12 jours. C'est 2 expéditions différentes. Les États-Unis, c'était une expédition, je dirais principalement sur des pistes gravel, donc des pistes assez roulantes et un peu d'asphalte, avec une possibilité de progression assez importante et une autonomie totale de bivouac pour pouvoir dormir en tente. Donc voici notre bivouac de ce soir. On voit pas grand-chose, mais elle est ici. Donc là, j'avais un vélo avec un pactage qui faisait un tout petit peu moins de 20 kg. La Bolivie, un tout petit peu plus lourd, puisque j'avais un vélo, un VTT, plus lourd, et également beaucoup plus de textiles. J'avais beaucoup plus de vêtements qui permettent de résister au froid, parce que la Bolivie, il y avait des endroits où il faisait jusqu'à moins 10 degrés. Donc j'avais beaucoup plus de vêtements pour pouvoir pallier les variations de température importantes, et en même temps, je transportais de la nourriture lyophilisée
puisqu'en fonction des endroits où on se trouvait avec Grégory, mon compagnon d'aventure, eh ben, il y avait 0 ravitaillement, donc il fallait pouvoir manger. Donc on transportait également de l'autonomie alimentaire et hydrique, avec un peu plus de capacité de transport d'eau. Mais généralement, je suis sur des expéditions à vélo, je pars avec moins de 25 kilos, tout compris, vélo plus matériel. Oh, c'est ouf. Et au niveau logistique, ça, comment tu le prépares? Est-ce que tu te dis, j'en sais rien, par exemple pour les États-Unis, ok, j'ai 25 jours, les étapes, je fais ça, 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 ça. Si le plan A se passe bien, et du coup, tu as un plan B, un plan C. Pareil pour la nourriture, tu sais que tu vas manger ça le jour 1, ça le jour 2, etc. Et tu as un plan B, je pense, si tu es malade. Comment tu prépares un peu tout ça? Mais de fait, je n'ai pas cette logique de dire, voilà, le jour 1, je vais faire tant de kilomètres, le jour 2, je vais faire tant de kilomètres, le jour 3, je vais faire tant de kilomètres. Moi, je pars du principe que j'essaie de donner les maximums dans les conditions imparties et le temps que je suis capable de tenir finalement sur le vélo. Les États-Unis, c'est comme ça que j'ai géré cette expédition. Je ne savais jamais où est-ce que je dormais le soir. Jamais. Incroyable, ok. Il n'y avait aucune visibilité sur l'objectif de la journée. Ok, ce soir, je vais dormir là. J'avais ma tente, j'avais de quoi dormir, bivouaquer n'importe où. Donc, j'avais une très, très grande liberté qui me libérait finalement de cette contrainte de dire où est-ce que je vais dormir ce soir. J'avais également la grande liberté côté hygiène de savoir que je sais comment mon corps réagit et comment mentalement je réagis si je me douche pas pendant une semaine. Je sais que ça passe et que je ne vais pas me sentir mal. C'était le deuxième point qui était important pour les gens qui nous écoutent. Mais je vais là où, aussi loin que je peux. Parce que si je prends l'expédition US, la première semaine, j'étais sur la fin de l'ouragan Debby, donc je suis arrivé en plein milieu de la queue de l'ouragan, donc j'ai pris 3 jours de pluie diluvienne sur la route et je ne pouvais pas décaler le départ, donc j'ai dû progresser dans la queue d'un typhon, quoi. Dans la queue d'un ouragan, pardon. Donc c'est compliqué d'arriver à le simuler et j'avais pas beaucoup de contournements possibles parce que ça touchait tout l'État de New York. J'ai dû avancer. J'avais 10 heures, 10 heures et demie de vélo par jour et j'essayais de composer avec cette équation-là pour progresser, quoi. Mais à mon sens, se fixer des limites, parce qu'à c'est ce que c'est, en disant je vais dormir là ce soir, on programme quelque part son mental en disant c'est là que je vais et on s'expose à des erreurs, on s'expose à des échecs. Moi, je ne m'expose pas à l'échec, je dis j'ai au moins 10 heures en minimum, jusqu'à 14, 15 heures, 16 heures s'il le faut, d'autonomie. Je vais donner le maximum de ce que je peux dans le temps imparti. Et je m'arrêterai là où je m'arrête. Après, ça implique bien sûr d'avoir les bons réflexes de ravitaillement en solide, en liquide et de la gestion du risque. On parlait de l'ouragan, de ne pas prendre trop de risques non plus. Mais dès lors que tu as cette plage horaire, tu es le roi du pétrole parce que tu peux te dire je vais aller là où je peux et il n'y a pas de stress de dire mince, je ne suis pas arrivé à mon objectif de telle ville où j'avais prévu de m'arrêter ce soir. Qui est à mon sens un moyen détourné finalement d'échouer parce que ça apporte du stress, ça apporte de la déception si tu n'atteins pas ton objectif. Alors que si tu te dis voilà, j'ai fait mes 16 heures de vélo, peut-être que j'ai fait que 100 km, mais j'ai fait les 16 heures, j'ai fait le maximum. Et j'aime bien parce que du coup ça revient au côté vraiment, forcément c'est de la performance, mais t'es pas là à l'ultra performance, on va dire. Ça t'est déjà arrivé parfois de te dire écoute, je pars pour 9, 16 heures, et en fait ton corps d'un coup il t'a dit stop? C'est jamais arrivé. Jamais arrivé? Ce n'est jamais arrivé jusqu'à présent et je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera jamais. Je touche du bois aussi pour toi. Après, que ce soit en expédition en solitaire, qui est très facile parce que tu te mets dans ton rythme, ou que ce soit en expédition à plusieurs, où je me mets dans le rythme d'un autre, qui est généralement, qui a moins d'expérience que moi, donc je me mets dans un rythme qui est souvent plus bas. Je dirais que c'est ce système ces éventualités-là, elles arrivent quand on roule au-delà de ses capacités. Ça fait pas longtemps que je fais du vélo, mais j'ai quand même fait des centaines de milliers de kilomètres dans des conditions très hostiles, où j'ai constitué une expérience qui n'a pas de prix, dans le sens où j'ai appris à me connaître. Face à des conditions climatiques, du moins 20 degrés, du plus 47, dans des conditions sans eau, sans nourriture, avec une fringale. Bon, j'ai cumulé quand même pas mal de paramètres qui font que j'essaie de jamais me mettre dans le rouge et que j'arrive à détecter bien en amont le fait que je suis en train de cramer le moteur. Et ça, j'essaye de l'éviter au maximum. Pour les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup plus facile d'aller lentement que d'aller très très vite. Et moi, je vais très lentement. J'aime beaucoup ta démarche, ça change un peu aussi, tu vois, de ceux vraiment qui veulent vraiment performer, enfin en tout cas de l'ultra performance. Et est-ce que du coup, tu as une dimension quand même mentale qui rentre en jeu quand tu es dans l'ultra comme ça, même si tu vas pas forcément te cramer tous les jours et c'est pas ton but. Est-ce que parfois tu as le mental qui prend un peu le relais quand, je sais pas, demain tu es en pleine montée,
t'as une tempête, putain c'est dur. Ou est-ce que non, en fait, t'es tellement dans la zone 2 et dans ta zone, on va dire, où tu sais que t'es bien, que bah, en fait ça déroule. Mais si je fais un parallèle avec le sportif de haut niveau qui va aller chercher l'ultra performance dans le sens vitesse, versus l'athlète de haut niveau qui va chercher de l'ultra endurance pour aller loin, je dirais que la composition de sa boîte à outils qui va lui permettre soit d'aller très vite, soit d'aller très loin, c'est finalement la proportion de mental par rapport à sa capacité physiologique pure. Exemple, un coureur pro du Tour de France doit avoir une physiologie technique du corps extrêmement travaillée, extrêmement difficile à atteindre, voire même dotée. C'est-à-dire qu'il doit avoir par exemple une VO2 max qui peut-être dépend de sa naissance et de son facteur biologique de base. En revanche, il va très vite parce que tout autour de lui, il y a énormément de choses qui sont gérées pour lui. Il a un masseur, un kiné, un bus, un jacuzzi, un bain d'eau froide, un directeur d'équipe, des équipiers. Il y a une trentaine de personnes, autour, peut-être même plus, autour d'un coureur pro du Tour de France qui viennent finalement masquer énormément de paramètres de manière à pouvoir pousser la physiologie du coureur et le moteur, comme une Formule 1, dans ses derniers retranchements. Mais ça veut dire qu'un coureur pro, et je lance un défi à Tadej Pogačar, si je l'emmène demain en Bolivie à 5800 mètres d'altitude, je serais curieux de voir comment est-ce qu'il va gérer l'effort. Parce que finalement, il va devoir gérer toute une partie, non pas physiologique, liée à son moteur, mais mentale, qui est actuellement éloignée de son spectre de compréhension de sportif de haut niveau. Donc, entre la vitesse et la longueur, la distance, je pense que finalement, ce qui fait la différence, c'est, moi, la dotation de base physiologique, elle est importante, bien sûr, mais je ne vais pas dire que j'ai le même moteur qu'un Pogačar. En revanche, le mental et la construction de la gestion de l'effort dans des conditions extrêmes, l'altitude, le fait d'avoir des maux de tête, la vue qui marche mal, déshydratation avancée parce qu'en fait on se rend plus compte mais on n'arrive plus à boire, le fait d'avoir une fatigue avec une sensation qu'on n'a jamais ressentie jusqu'à présent parce qu'en altitude c'est très différent du niveau de la mer, eh bien je vais avoir cette construction mentale qui va m'aider à résister finalement à l'effort et tenir pour aller au bout du défi. Et ce qui fait la différence, c'est finalement les cartouches mentales qu'on a construites par des expériences qui sont diverses et variées. Hein. Et justement, tous ces défis, au final, qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur toi-même? Est-ce que tu t'es découvert des facettes que tu ne te connaissais pas jusqu'à maintenant? Bah, j'en découvre tous les jours. Et c'est bien ça la magie de cette pratique, c'est que en devenant petit à petit, parce que quand on répète un geste, et le vélo est une répétition de gestes, certes dans des conditions différentes avec les lieux et les pays que j'explore, à un moment donné, on devient forcément plus expérimenté, donc plus technicien dans la pratique. Ce que je trouve intéressant, c'est que le vélo, spécifiquement, la palette finalement de progression des différents éléments que peut apporter cette machine est quasiment infinie, parce que c'est aussi riche que les endroits que tu peux traverser à vélo et les peuples que tu peux aller rencontrer et les conditions climatiques auxquelles tu vas faire face, et puis les situations de vie que tu vas vivre. Donc ça, je dirais que c'est un outil d'apprentissage illimité, que je trouve extrêmement intéressant pour ça et surtout que j'ai pratiqué beaucoup de sport par ailleurs pendant plusieurs années pour faire des comparaisons avec le tennis tout à l'heure que tu as pratiqué aussi. Alors, je n'ai pas fait du crossfit, mais j'ai fait beaucoup de musculation aussi. Voilà, donc je mets en parallèle d'autres pratiques. Je trouve que la richesse d'apprentissage de cette pratique, parce que je la mets au-delà du sport, de ce moyen de déplacement qu'est le vélo, est presque illimité. Et c'est ça que j'ai découvert finalement dans les voyages à vélo et dans ces défis d'ultra-distance que je réalise, c'est que je suis quelqu'un de nature curieuse et que tu apprends tout le temps quelque chose sur cette machine et sur cet outil de déplacement et que tu n'es jamais le maître des lieux. Dans le sport, je trouve ça très enrichissant parce qu'en fait, finalement, tu n'es jamais lassé, tu as toujours quelque chose à apprendre. Et si tu prends la pratique du vélo et du voyage, en particulier de la longue distance, par ce côté-là, eh bien finalement il faudrait plusieurs vies pour arriver peut-être à, si tant est que c'est un objectif, d'arriver au bout de ce sport. Et justement, c'est une question que je vais te poser, tu as fait 200 000 km en vélo? Ouais, je dois pas être très loin aujourd'hui. Alors c'est pas énorme quand tu compares à par exemple un coureur professionnel qui va faire 40 000 km par an, voilà, il fait ça en 5 ans, mais dans des milieux plutôt neutres, avec des conditions de route. C'est pas forcément la distance que je trouve importante de relever pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des cyclistes qui font par ailleurs beaucoup plus de kilomètres, et que moi c'est pas une compétition là-dessus, c'est plus l'endroit, le lieu où
où j'ai pratiqué le vélo. C'est comme si tu discutais avec un professeur de kung-fu et qui a eu la chance de pouvoir faire des combats tout autour de la planète avec les plus grands maîtres. Moi, je pars du principe que je vais dans des territoires pour justement découvrir des conditions climatiques, topographiques, mais également culturelles, qui vont être différentes. Je vais pas dans des endroits que je connais. Je vais dans des endroits pour apprendre et justement remettre à zéro mon logiciel en me disant je ne connais rien quand j'arrive dans ce territoire, il va falloir que j'apprenne. Et non pas je sais tout, et le territoire n'a rien à m'apprendre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt finalement. Écoute, merci en tout cas pour cet échange, Axel. C'était top. Où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que forcément, quand je tape ton prénom, il y a pas mal de choses qui tombent, mais tu as aussi YouTube, où tu es quand même pas mal actif, et franchement, la chaîne, elle marche bien. Voilà, c'est quoi un petit peu tes réseaux? Et s'il y en a aussi, voilà, que ça a intéressé, comment ils peuvent se renseigner facilement, du coup, à ce sport-là? Alors, il y a plusieurs canaux. Le principal, c'est mon site internet, axelcarion.com, avec un lien également sur ma chaîne YouTube, Axel Carion, sur laquelle j'essaie d'être le plus actif possible pour partager autour de ces expéditions, caméra au point, pour partager pas mal de conseils, parce que je fais beaucoup de tutoriels également pour aider les gens qui cherchent des informations sur l'ultra-distance à vélo, le voyage et le bikingman. Pour les courses d'ultra-distance, il y a un site, c'est le site bikingman.com. Et après, je dirais pour essayer de saisir les ingrédients que j'aime partager, j'encourage les gens à aller jeter un œil au livre que j'ai écrit avec les photos de David, qui est un de mes collaborateurs avec qui je travaille depuis des années maintenant, parce que c'est presque 200 000 km de vélo et 200 000 photos qui ont permis de donner naissance à ce livre qui s'appelle Le Monde à vélo et qui est disponible dans toutes les librairies de France. C'est génial. De toute façon, tous les liens, on les mettra en description du podcast. Vous pourrez aller, on mettra aussi l'Instagram d'Axel, sa chaîne YouTube, etc. Pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me conseiller pour qu'il vienne dans le podcast? Un invité à te conseiller? Là, c'est la colle, la petite colle de fin d'épisode. Ouais, dis-moi. Ce serait quelqu'un dans l'univers de la voile. Ah, ok, ouais. Avec De Kersozon, par exemple. Ok. Que je trouve particulièrement inspirant sur un univers que je ne connais pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un de terrestre. Alors que lui, c'est quelqu'un de la mer. Mais j'aime beaucoup la manière qu'il a de parler de sa passion pour les mers et les océans. Et puis toute la spiritualité et la philosophie qu'il ramène autour de ses voyages. Donc si tu arrives à échanger avec lui, en tout cas, moi, ça me donnera envie de découvrir ton podcast et ton approche avec les réponses d'un gars comme ça, ouais. Ok, écoute, je vais dire à mon équipe qu'il le contacte. Non, je vais le contacter directement en perso. Merci en tout cas beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Comme j'ai dit, première fois, tu vois, que je faisais un podcast à distance, et écoute, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Merci pour la pertinence de tes réponses aussi. J'ai beaucoup voyagé, moi je suis un fan d'aventure. J'ai commencé, tu vois, forcément on a tous lu et vu Mike Horn. Maintenant, j'aurai Axel Carion. Latitude Zéro. Le film Latitude Zéro, qu'il faut regarder d'ailleurs, parce qu'il est dispo sur YouTube là. Parce que j'ai lu bien sûr Mike Horn. J'ai suivi ses aventures en bon fan également, parce que je trouve que ce qu'il a fait est extraordinaire en termes d'aventure. Et Latitude Zéro qui est dispo gratuitement sur YouTube, là, faut le regarder ce doc, parce qu'il est... C'est une chance de l'avoir gratuitement, ouais. C'est une chance de l'avoir gratuitement, et puis ça permet de se rappeler à quel point déjà on a évolué d'un point de vue technologique pour filmer des aventures, et en même temps ça permet d'essayer de délimiter, même si je pense que c'est impossible, la dimension en fait de ce que cet homme a réalisé en termes de défis, ouais. Parce que c'est délirant. On le mettra aussi en description, il y aura beaucoup de choses à mettre en description. Il y aura beaucoup de liens. Merci à toi, Quentin, et à la prochaine. Merci.